Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Faut-il redouter une coalition flamande qui associerait la N-VA et le Vlaams-Belang? Le parti régionaliste de Bart De Wever est-il prêt à rompre le cordon sanitaire et à s'associer avec le parti d'extrême droite? Ces questions, elles pouvaient paraître très théoriques il y a quelques mois encore. Elles le sont beaucoup moins depuis que les deux partis sont à deux doigts de décrocher une majorité dans les sondages d'intention de vote. Jan Jan Bon et Bart De Wever ne sont d'ailleurs pas toujours très clairs sur leur refus de s'allier avec l'extrême droite. Alors la menace est-elle sérieuse? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? Ce sont les questions dont nous allons débattre ce soir. Voilà, et sur le plateau de Plus d'Actu ce soir, il y a Benjamin Biard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un politologue, spécialiste notamment des mouvements d'extrême droite en Belgique, même plus largement en Europe, chargé de recherche au CRISP, le Centre de recherche et d'information socio-politique. Delphine Nardet également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à l'Université Saint-Louis et à la VUB, l'Université libre néerlandophone de Bruxelles. Vous suivez aussi les mouvements nationalistes et d'une manière générale, on vous entend très souvent sur les médias francophones, pourrait nous aider à décoder ce qui se passe en Flandre. Merci à tous les deux. Avant de vous donner la parole, une petite remise en contexte. La semaine dernière, Jan Jan Bon, le ministre président du gouvernement flamand, n'excluait pas de gouverner avec le Vlaams-Belang. C'est une petite déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Bart De Wever a estimé que la question d'une éventuelle collaboration n'était pas pertinente, donc très léger recadrage. Et côté francophone, du coup, on commence à s'inquiéter. On met d'ailleurs clairement la N-VA en garde contre une alliance de ce type. On va écouter Bernard Clairfailly, ministre bruxellois. C'était lundi matin dans notre matinale. DFI ne souhaite pas négocier un accord avec la N-VA, surtout que son ministre-président flamand vient de dire que le Vlaams-Belang est un parti normal. Mais donc ça veut dire que si la N-VA est indispensable pour former une majorité à Bruxelles, vous ne monterez pas dans le gouvernement ou vous vous abstiendrez juste de participer aux discussions? Ça veut dire que nous ne négocierons pas de majorité avec la N-VA. Si par contre les conditions... Et si c'est incontournable, Bernard Clairfailly? Alors la question se posera de savoir s'il vaut mieux être dedans pour résister ou dehors pour se plaindre. La question n'est pas tranchée. La question n'est pas tranchée, nous verrons, mais nous ne souhaitons pas évidemment négocier avec des nationalistes et des ennemis de Bruxelles. Est-ce que vous avez une inquiétude sur l'avenir de la Belgique? Toujours. La Belgique reste un pays fragile quand on voit ce qui se passe au nord, les débats qu'il y a au nord du pays. Et je ne peux pas accepter que l'on considère le Vlaams-Belang comme un parti normal. L'extrême droite n'est jamais... Alors, l'extrême droite n'est jamais un parti normal, continuait Bernard Clairfailly. Delphine Nardet, donc on entend Bernard Clairfailly qui essaye de mettre la N-VA dans le coin au prétexte qu'elle pourrait s'allier avec le Vlaams-Belang. Si on commence à se poser toutes ces questions, c'est notamment parce que les sondages indiquent un Belang très haut dans les intentions de vote, 27,8%, c'est plus d'un flamand sur 4. La N-VA est en dessous, un petit peu en dessous de 19%, un flamand sur 5. À eux deux, mathématiquement, c'est presque déjà une majorité pour former un gouvernement flamand? Il faudra voir. Je dis toujours, les sondages, ça crée plus de réalité que ça n'en reflète. Donc, il faudra voir. Je ne crois pas qu'il y a vraiment un sondage où, si on essaye de traduire en siège, mais déjà, ça c'est très problématique aussi de le faire sur base de sondage, il y a vraiment une majorité. Mais ce n'est bien sûr pas exclu. Maintenant, juste une majorité d'un siège, ça ne va pas non plus suffire. Donc ça, c'est une première condition, je crois, pour avoir vraiment une majorité Vlaams-Belang-NVA, c'est qu'il y ait une majorité en siège, mais assez large. Et je pense quand même à 3 ou 4 sièges de surplus, puisque, notamment chez le Vlaams-Belang, il pourrait y avoir certains éléments instabiles, surtout s'ils ont effectivement le genre de score dont vous parlez. Il risque d'y avoir des gens élus qui devaient en fait pas être élus et qui ne sont pas toujours peut-être très fiables pour soutenir une majorité. Et de l'autre côté, chez la N-VA, on sait aussi que tout le monde n'est pas nécessairement aussi enthousiaste sur une coalition avec le Vlaams-Belang. Donc là aussi, il se pourrait que peut-être un ou deux députés NVA, à un certain moment, disent « je ne soutiens plus cette coalition ». Donc si on veut faire une coalition NVA-Vlaams-Belang, il faut quand même différents sièges il faut qu'elle soit assez large, pour qu'elle soit assez solide. La dynamique dans les sondages, elle semble aujourd'hui, sondage après sondage, et quels que soient les instituts qu'on considère très favorables au Belang, elle l'est un petit peu moins pour la NVA. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici au 9 juin, évidemment. Comment est-ce que vous expliquez que tous les autres partis semblent loin derrière? Même Voreut, c'est 16% d'intention de vote, et les autres aux alentours de 10%. Comment se fait-il qu'il y ait un tel écart qui soit creusé? Et est-ce qu'on peut rattraper le Vlaams-Belang, ou c'est quasiment assuré qu'il sera aujourd'hui le numéro 1 en Flandre?
Je dis toujours, a week is a long time in politics, en citant un ancien Premier ministre britannique, Harold Wilson. Donc on ne sait jamais, il peut toujours se passer beaucoup de choses. Je rappelle la crise de la dioxine en 99 qui a chamboulé toutes les analyses préélectorales qu'on a faites à ce moment-là. Néanmoins, je crois qu'effectivement, il doit déjà se passer beaucoup de choses pour que le Vlaams Belang n'ait pas un bon score aux élections. Comment ça se fait? En fait, on me pose souvent cette question du côté francophone parce qu'on regarde ça un peu avec des grands yeux, mais qu'est-ce qui se passe en Flandre? Mais en fait, ce qui se passe en Flandre, le score de la droite radicale, c'est assez similaire avec ce qui se passe dans la plupart des pays ou des régions en Europe, où il y a aussi des partis de droite radicaux très populaires, et c'est généralement aussi pour les mêmes raisons qu'ils sont populaires quand on se base sur les études. C'est les questions d'immigration, d'intégration, de sécurité notamment, et aussi un sentiment, disons, anti-système, anti-establishment chez beaucoup d'électeurs. Et on voit ça aussi chez le Vlaams Belang. Donc la question à se poser, c'est peut-être plutôt comment ça se fait qu'on ne voit toujours pas ce phénomène du côté francophone du pays, parce que c'est la Belgique francophone qui est un peu l'exception européenne. Alors ça, ce sera peut-être le thème d'une autre émission, mais ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Je vais me tourner vers Benjamin Biillard. Je voudrais qu'on mette des mots précis, Benjamin Biillard, sur les partis dont on parle. Est-ce qu'on peut bien dire parti d'extrême droite pour le Vlaams Belang? Est-ce qu'on doit parler de parti nationaliste pour la NVA? Est-ce qu'on doit ajouter ou pas l'étiquette populiste? C'est quoi le bon terme? Pour moi, ces étiquettes sont toutes exactes. C'est-à-dire que le Vlaams Belang est un parti d'extrême droite, c'est-à-dire dont l'idéologie repose sur 3 éléments fondamentaux. Une conception profondément inégalitaire de la société, un projet nationaliste, mais également un programme d'action radical et qui met sous tension la démocratie, soit comme régime politique, soit, et c'est souvent ce qu'on observe principalement aujourd'hui avec ces formations, comme socle de valeurs et de principes bien particuliers, par exemple l'équilibre des pouvoirs ou les droits accordés à des minorités. Je pense que c'est ce qui permet de définir le Vlaams Belang comme étant d'extrême droite. Ce n'est pas une droite plus à droite qu'une autre seulement, c'est bien le cas, mais c'est aussi une formation politique qui entretient un rapport particulier, délicat avec la démocratie. Donc ce n'est pas un parti comme un autre. Ouais. Et le NVA, la NVA, vous lui colleriez quelle étiquette? Pour moi, c'est une formation de droite nationaliste, de droite sur le plan des valeurs conservatrices, également de droite sur le plan socio-économique. N'oublions pas que l'article 1er de ces statuts participe toujours à la volonté d'indépendance de la Flandre. Ouais. Leurs programmes sont facilement compatibles ou s'ils devaient négocier, ce serait compliqué, Dave Sinardet? C'est quand même pas nécessairement évident. Déjà, le Vlaams Belang dit maintenant que s'il serait dans une coalition flamande, il voudrait quand même aller vers une forme de déclaration d'indépendance de la Flandre, même s'il a déjà un tout petit peu nuancé, mais quand même. Sur ce plan-là, la NVA ne suit pas, parce qu'ils disent que c'est pas réaliste, que finalement ça doit se négocier au niveau belge. Vient de dire qu'il n'y avait pas assez de soutien populaire pour cette idée-là, même s'il la partage. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a 20 ans, quand je référais à des études qui montraient qu'effectivement le séparatisme n'est soutenu que par 10% des Flamands, j'étais critiqué par des milieux nationalistes flamands comme ceux de Jan Jambon en disant que les chiffres n'étaient pas corrects, tandis que c'est lui-même qui met ces chiffres en avant pour dire oui, on ne peut pas suivre le Vlaams Belang dans cette volonté parce que malheureusement il n'y a que 10-15% des Flamands qui sont pour. Donc c'est assez drôle. Ouais, je voudrais qu'on revienne sur les déclarations de ces dernières semaines avec vous, Dave Sinardet. On a eu Jan Jambon qui a un peu ouvert la porte un jour en disant que finalement le Belang c'était un parti comme les autres et qu'on devait le traiter comme les autres. Le lendemain ou surlendemain, on a eu Bart de Wever qui disait que en fait la question ne se posait pas, donc il n'allait pas répondre à la question. On a du mal à décrypter la position de la NVA. C'est un flou artistique volontaire, c'est un jeu de rôle entre les uns et les autres, où il y a réellement des divergences internes. Il y a réellement des divergences internes. On sait que par exemple Jan Jambon, mais aussi Theo Franken étaient déjà pour une coalition avec le Vlaams Belang en 2019. Ils ont en fait regretté qu'on ne pouvait pas faire une majorité à ce moment-là. En même temps, il y a d'autres figures importantes, notamment par exemple Zoal Demir, ministre flamande, qui sont vraiment fondamentalement contre une telle alliance. Donc il y a quand même des divergences internes. Et en plus, il y a aussi un élément stratégique. La NVA sait qu'une partie de ses électeurs ne veut pas d'une telle alliance, une autre partie de ses électeurs potentiels en veut. Et donc, s'ils se déclarent clairement en faveur ou contre, il risque toujours de perdre une partie importante de leur électorat potentiel. Un phénomène de vase communicant qui est possible. Alors il y a peut-être un élément que les francophones doivent avoir en tête, c'est ce qui est en train de se passer aux Pays-Bas avec des négociations gouvernementales qui sont toujours en cours. Geert Wilders, qui avait gagné le dernier scrutin, a renoncé à être lui-même Premier ministre. On est en train d'essayer de négocier un gouvernement d'experts. Alors je vous propose de remonter au 23 novembre du l'an dernier. C'était le lendemain donc, de la victoire électorale
électorale de Geert Wilders. Georges-Louis Boucher était l'invité de notre matinale et on l'interrogeait justement sur le succès des partis d'extrême droite et la percée du populisme en Europe. À partir du moment où l'inactivité est mieux récompensée que le travail, eh ben oui, ça énerve. À partir du moment où on voit que dans des quartiers, on laisse faire le trafic de drogue, la délinquance, qu'il y a de plus en plus de personnes désœuvrées, ah ben oui, fatalement, ça énerve. Quand on voit le gaspillage d'argent public, ah ben oui, ça énerve. Et surtout, quand on entend des politiques qui ne sont pas capables de dire la vérité aux gens parce qu'il faut être politiquement correct, parce qu'ils ont peur pour leur coalition, ah ben oui, ça énerve. Résultat des courses, à la fin, vous avez les populistes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de valider toute une série d'arguments ou d'éléments de langage qui sont justement des éléments de langage de partis populistes? Mais je suis désolé, c'est malheureusement la réalité. Et donc moi, je vais vous dire une chose. Je commence aussi à en avoir un peu marre que quand on dit une série de vérités, on vous dit, ben voilà, vous êtes un populiste, vous faites le jeu des extrémistes. Mais je suis désolé, si l'extrême droite dit que la Terre est ronde, je vais quand même pas dire qu'elle est plate. Benjamin Billard, la rhétorique qu'on vient d'entendre, c'est un discours un petit peu populiste déjà ou pas? Je ne sais pas, on voit qu'il y a effectivement ces dernières années une certaine inflexion dans le chef du discours du président du MR. Je ne parlerai pas de populisme, je ne parlerai pas d'extrême droite, notamment parce qu'il n'y a pas ce rapport délicat à la démocratie qu'on évoquait il y a quelques instants. Bien entendu, le MR aujourd'hui ne retrouve pas à sa droite de formation, en tout cas pour le moment, suffisamment crédible sur le plan électoral pour le menacer. Donc son objectif, c'est aussi de rassembler assez largement du centre vers la droite, y compris la plus radicale pour ce qui concerne son électorat. Que la NVA présente des listes en Wallonie, ça menace un petit peu le mouvement réformateur et ça va l'obliger à éventuellement calibrer autrement son discours ou pas du tout? À mon sens, oui, c'est une menace. C'est une concurrence qui s'orchestre directement à l'endroit du mouvement réformateur. L'objectif de la NVA est vraisemblablement aussi d'affaiblir d'une certaine manière le MR. Ouais. Je voudrais que vous répondiez à Dave Sinardet qui nous disait tout à l'heure, finalement c'est la Belgique francophone qui est l'exception. On observe une montée des mouvements d'extrême droite ou des partis populistes un petit peu partout dans toute l'Europe. Vous êtes d'accord avec lui? On est un îlot au milieu d'une marée brune, entre guillemets? Je partage tout à fait, bien sûr, avec cette prudence de dire qu'il n'y a pas d'immunité naturelle face à l'extrême droite et qu'on n'est pas certain que la situation va perdurer comme telle. On a cru longtemps que l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne étaient immunisés, entre guillemets, face à l'extrême droite. On a vu, et tout dernièrement avec le Portugal notamment, que ce n'était pas le cas et que des forces d'extrême droite peuvent aussi s'imposer très rapidement. Dave Sinardet, est-ce qu'en Flandre, on a un œil sur ce qui se passe aux Pays-Bas? Est-ce que l'éventuelle formation d'un gouvernement avec l'extrême droite aux Pays-Bas, quelque chose qui est de nature à inspirer ou influencer l'électeur flamand? Bon, peut-être pas nécessairement l'électeur, mais quand même le débat politique plus général. Si effectivement un gouvernement est formé aux Pays-Bas où voilà, le parti de Geert Wilders est plus ou moins inclus, même si lui-même ne sera peut-être pas dedans, voilà, c'est un argument de plus pour le Vlaams Belang pour dire mais regardez, aux Pays-Bas c'est possible de gouverner avec la droite radicale et pourquoi nous on est toujours exclus. Donc ça met de la pression supplémentaire sur la NVA pour quand même franchir le pas. Ça banalise ou ça légitimise la participation de formation d'extrême droite à un gouvernement. On peut dire ça comme ça. Oui, ça renforce la pression sur la NVA, notamment dans les milieux nationalistes flamands, pour dire mais voilà, pourquoi vous continuez à exclure ce parti, tandis que dans beaucoup d'autres pays européens, entre-temps, les Pays-Bas très proches, mais aussi l'Italie par exemple, ils sont au gouvernement. Sinon, je vais peut-être encore réagir 2 secondes sur ce que disait Benjamin Billard. Je suis totalement d'accord que bien sûr, il n'y a pas d'immunité du côté francophone. D'ailleurs, on voit dans toutes les études d'opinion publique que les francophones, en moyenne, ne sont pas nécessairement moins à droite sur les questions d'immigration, de diversité, de sécurité. Et donc, il y a un public potentiel pour un tel parti. Mais peut-être que jusqu'ici, notamment l'offre n'a pas toujours été, ou une offre crédible en tout cas, au rendez-vous. Ouais. On a dit beaucoup aux Pays-Bas que le fait que le PVV, le Parti libéral au pouvoir, ait dit, celle qui emmenait ce PVV aux dernières élections, qu'une coalition avec Geert Wilders était possible, ça lui avait coûté cher et que ça avait désinhibé peut-être un certain nombre d'électeurs libéraux. Est-ce que Jan Njonban, dans son discours, ne fait pas un petit peu la même erreur? Oui, c'est le risque pour la NVA, effectivement. S'ils disent trop clairement qu'ils envisagent une coalition avec le Vlaams Belang, alors ça devient bien sûr un vote
potentiellement utile. Et donc l'électeur peut se dire qu'il hésite entre les deux. Ah oui, mais alors je peux voter pour le Vlaams Belang parce qu'il a des chances de venir au gouvernement. Ouais. À l'inverse, si la NVA dit non, on ne va jamais faire une alliance avec le Vlaams Belang, ils peuvent aussi froisser, irriter un bon nombre d'électeurs qui trouvent que ce n'est pas démocratique. Donc c'est pour ça qu'ils gardent ce flou qu'ils vont certainement garder jusqu'au 9 juin et peut-être même jusqu'au 13 octobre, jusqu'aux élections locales. Donc je crois qu'on ne verra peut-être pas de gouvernement flamand formé avant cette date-là. Ouais. On passe facilement d'un parti dit traditionnel à un parti d'extrême droite où les électeurs qui font cette démarche-là hésitent beaucoup, c'est un pas difficile. Est-ce qu'on a des études là-dessus, Benjamin Viard ? La tendance qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une facilitation, d'une certaine manière, par laquelle des électeurs peuvent se tourner vers une formation d'extrême droite, et plus encore l'admettre, le dire ouvertement, l'assumer dans la société. Il y a ce cordon, d'une certaine manière, qui saute petit à petit, et ça, c'est dû notamment à une double stratégie, me semble-t-il. Une stratégie parfois d'ouverture de la part de partis traditionnels, mais aussi des stratégies de dédiabolisation engagées par ces partis, c'est-à-dire généralement agir sur la forme, agir sur le symbole, beaucoup moins sur le fond quand on gratte un petit peu sur les discours ou les programmes électoraux, et ça on peut l'objectiver. Il y a une série d'enquêtes qui nous montrent que le danger, par exemple en France, représenté par le RN est aujourd'hui beaucoup moindre, en tout cas de la manière dont il est perçu par la population, que ce qu'il n'était encore il y a quelques années. Il y a eu vraiment une dédiabolisation du Vlaams Belang côté néerlandophone d'Eve Sinardet. C'est pas la même opération séduction que ce qu'a fait Marine Le Pen, en tout cas. Non, mais effectivement, on voit bien sûr que voilà, le parti, notamment dans les médias, est régulièrement invité dans les émissions politiques, les émissions d'actualité. Il y a quand même encore une différence, c'est qu'en Flandre, on a la tradition d'inviter aussi beaucoup de politiques dans des émissions de divertissement, c'est vraiment un peu la culture médiatique flamande. Là, généralement, on ne fait pas ça avec le Vlaams Belang, donc on ne les invite pas dans des émissions comme celle-là, mais par exemple, dans les débats électoraux, ils seront représentés comme les autres partis. Oui. Alors, il y a quand même eu déjà, il faut s'en souvenir, des négociations assez poussées entre la NVA et le Vlaams Belang. C'est-à-dire lorsque Bart de Wever était le formateur du gouvernement régional flamand, il y a des discussions qui ont duré assez longtemps. Il y a même eu un document conjoint qui avait été signé par les deux partis à l'époque. Ça pourrait se reproduire. Est-ce que ce document peut servir de base? Ou est-ce que le scénario qu'on nous annonce, que les sondages nous annoncent, où cette fois-ci c'est le Belang qui serait en tête et la NVA qui serait en deuxième position, fait que ça va être plus compliqué? La procédure officielle pour la formation des gouvernements régionaux, et donc du gouvernement flamand notamment dans ce cas-ci, c'est que le président du plus grand parti peut prendre l'initiative pour essayer de former un gouvernement. Et donc logiquement, si le Vlaams Belang viendrait en tête avant la NVA, ce serait à Tom van Grieken de commencer des pourparlers, inviter d'autres présidents de parti pour voir ce qui est possible. Ils vont jouer le jeu, les autres présidents de parti se rendront à l'invitation? Ça dépendra desquels. Je crois que Bart de Wever va certainement faire ça, vu qu'il a effectivement, comme vous dites correctement, déjà a eu quand même des pourparlers assez longs en 2019 avec le Vlaams Belang. Les autres partis, il faudra voir. Je suppose que si le signal est vraiment aussi fort d'une grande victoire du Vlaams Belang, les autres partis ne voudront pas donner l'impression qu'ils ne veulent même pas parler avec ce parti. Donc je suppose que peut-être avec l'exception de Groen, mais la plupart vont quand même accepter l'invitation. Ouais. Un mot sur la notion de cordon sanitaire. C'est une notion qui est très utilisée côté francophone. Côté néerlandophone, on n'emploie quasiment jamais le mot. Mais le concept existe quand même. On peut imaginer que certains partis appliquent de facto une sorte de cordon sanitaire et n'entreront pas dans de vraies discussions avec le Vlaams Belang, ou alors juste un petit peu pour faire semblant et pour dire vous voyez, on a discuté, mais c'est vraiment pas possible. En fait, le cordon sanitaire, c'est quand même initialement un concept flamand. Ça a été créé en Flandre, fin des années 80. Et initialement, c'était un accord écrit entre les différents partis démocratiques pour s'entendre qu'ils ne formeraient pas de coalition avec le Vlaams Belang. Entre-temps, cet accord écrit n'a plus été renouvelé depuis 2001. Mais tous les partis, sauf la NVA, disent toujours aujourd'hui à leurs électeurs, à l'opinion publique, que eux, personnellement, ne vont jamais entrer en coalition avec le Vlaams Belang. C'est pour ça qu'une des conditions importantes pour une telle coalition avec Vlaams Belang, c'est qu'ils aient une majorité avec la NVA, le seul parti qui laisse la porte
un peu ouverte, mais pas complètement non plus. Alors, je voudrais qu'on s'interroge peut-être sur ce que pourrait signifier une éventuelle coalition flamande, Vlaams Belang, NVA, au pouvoir à la région flamande. Est-ce que ça isolerait complètement la NVA? Est-ce que, de facto, ça empêcherait la NVA d'être acceptable dans une négociation fédérale? Ça pourrait évidemment complexifier la donne, puisqu'il y a toute une série de partis, particulièrement du côté francophone, qui soit l'ont déjà annoncé, soit vraisemblablement impliqueraient indirectement une forme de cordon sanitaire à l'endroit de l'NVA parce qu'elle a accepté de former par exemple une majorité au niveau flamand. Donc je pense que ça complexifierait évidemment la donne pour la NVA. Ça veut dire que la NVA devra choisir entre la Flandre ou le fédéral, mais ce lui serait difficile de courir les deux lièvres à la fois, si je vous comprends bien. Ça me semblerait difficile, même si il ne faut pas oublier qu'à Grimbergen, typiquement, un ancien parlementaire pendant près de 20 ans, Bart Laremans, aujourd'hui est bourgmestre à la tête d'une coalition rassemblant sa liste locale Vernieuwing, mais aussi la NVA et aujourd'hui le CDNV. Donc il y a déjà finalement une rupture du cordon sanitaire au niveau local. Ouais, même s'il y a un petit changement d'étiquette qui a permis de sauver l'honneur. Même question d'Eve Sinardel. La NVA risque de devoir choisir, c'est soit le Belang, soit le fédéral, mais pas les deux. Oui, et finalement, je crois que ça les arrange assez bien. Ça les arrange très bien que Paul Magnette, la semaine dernière, a déclaré à la télévision flamande « Si la NVA forme un gouvernement flamand avec le Vlaams Belang, on ne va pas s'asseoir autour de la table fédérale avec eux, parce que ça permet d'éviter toute cette discussion en interne. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ?» Je crois qu'il y a, même s'il y a donc une division interne chez la NVA, je crois qu'il y a un assez grand consensus pour dire notre priorité, c'est le fédéral. Ils veulent à nouveau rentrer au pouvoir fédéral. Ils veulent notamment avec le PS arriver à une forme de deal communautaire et ils savent que s'ils veulent faire ça, ils ne peuvent pas former de coalition flamande avec le Belang. Donc la deuxième condition importante pour une telle coalition, sauf qu'il y ait une majorité assez large, comme je disais au début, c'est que la NVA serait sûre d'être à nouveau dans l'opposition au fédéral. À ce moment-là, je crois que la pression deviendra très grande en cas de majorité de sauter le pas au niveau flamand. Mais s'ils ont la possibilité de revenir aux affaires fédérales, ça sera un frein. Je crois qu'ils vont préférer cette option-là. Si cette option, si cette coalition Belang-NVA devait voir le jour, ce serait l'indépendance de la Flandre au programme, ou je vais trop vite? Je crois que vous allez trop vite parce que voilà, le cas catalan nous a montré que c'est pas parce que vous déclarez l'indépendance dans un parlement régional que cette indépendance est un fait. La dernière fois que j'ai vérifié, la Catalogne n'est toujours pas indépendante, même si l'indépendance a été votée au Parlement. Il faut que ce soit reconnu par d'autres pays, notamment par l'Union européenne, etc., etc. Donc, et on tend même, comme je disais tout à l'heure, même la NVA dit aussi une telle déclaration d'indépendance, ce n'est pas une bonne idée. Une toute dernière question très rapidement, Benjamin Biard. On a parlé de la Belgique, de la Flandre notamment. On doit s'attendre le 9 juin à une grande poussée populiste et de l'extrême droite dans l'ensemble de l'Europe. Et est-ce qu'on peut imaginer que le premier parti, le premier groupe européen au Parlement européen, ce sera l'extrême droite? On peut en tout cas s'attendre à une poussée de ces formations. Quand on observe comment elles se portent, et on voit qu'elles sont en très bonne santé au niveau national, là où il y a eu des élections ces derniers mois, ces dernières années, mais aussi lorsqu'on observe les sondages, on voit qu'en termes d'intention de vote, dans toute une série de pays, ces formations arrivent en tête. Et donc, on peut effectivement penser qu'elles se porteront aussi très bien le 9 juin prochain, sans pour autant aller trop vite et considérer qu'elles seront le premier groupe politique au niveau européen. Je pense qu'il reste encore pas mal de divisions entre elles aussi à ce niveau. Merci Benjamin Biard du CRISP, d'Eve Sinardel, notamment de la VUB. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Demain, c'est François De Smet, le président de Défi, qui sera l'invité de Plus d'Actu. C'est notre formule du vendredi. Vous pouvez donc envoyer vos questions à plusdactu@bx1.be ou les déposer sur les réseaux sociaux, sur les posts que vous trouverez de BX1. Et c'est Michel Gaillère qui relaiera vos questions demain. Et puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Philippe Clause. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer et à demain.